Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant attrait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, c'est une fois de plus la fête parce que c'est encore évidemment les 25 ans de l'IRDA, mais c'est aussi l'Halloween. On vous a donc concocté un épisode spécial Mythes et légendes de l'irrigation et de la gestion de l'eau. Pour l'occasion, on reçoit 3 membres de l'équipe de recherche en régie de l'eau, sans compter évidemment Carl et moi. Puis parlant de Carl, on va l'accueillir plus officiellement. Carl Boivin, chercheur à l'IRDA, bonjour. Bonjour Félix, ça va bien? Oui, ça va bien. OK. Parfait. Carl, Parce que d'habitude, tu me demandes comment ça va. Ah ouais, là, ça t'a tout mêlé. Est-ce que tu me demandes comment ça va? Mais ça va bien, Félix. Okay, bon, merveilleux. Carl, dans l'épisode d'aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de prendre des mythes ou légendes horticoles qui sont en lien avec l'irrigation ou la gestion de l'eau, puis qu'on entend souvent sur le terrain ou ailleurs, puis d'en discuter ensemble, puis si c'est le cas, de démystifier certains de ces mythes-là. Ça fait drôle de dire démystifier des mythes, là, mais... Puis par ailleurs, tu sais, mon petit doigt me dit que c'est pas toujours blanc ou noir, là. J'imagine qu'il y a certains mythes qui sont parfois, des vérités. Oui, d'ailleurs, Félix, c'est pas un mythe ni une légende, mais plutôt une vérité dans ce cas-ci. Il y a encore des membres de l'équipe de Régie de l'eau qui n'ont pas été présentés dans le cadre du podcast. Oui, effectivement. Fait que je prends la balle au bon pour accueillir notre première invitée, Lélia Anderson, qui est professionnelle de recherche en Régie de l'eau à l'IRDA. Salut Lélia, comment ça va? Salut Félix, ça va très bien et toi? Ça va super bien, merci. Ta réponse est meilleure que celle-là de Carl. Bon, je savais pas que c'était un concours, là, mais... Lélia, les autres invités se sont déjà présentés dans des épisodes précédents. Les autres invités étant Paul Deschênes et Jérémy Vallée, nos collègues. Donc, ça serait à ton tour, fait que parle-nous de toi un peu. Oui, bon, c'est ça, Lélia Anderson. Moi, je suis professionnelle de recherche à l'IRDA depuis 2017. Puis, je travaille en recherche en agriculture depuis déjà 10 ans. Pour vous parler de moi un peu, c'est ça, j'ai toujours eu une bonne curiosité pour la nature puis un grand intérêt pour l'environnement, là, l'agriculture. J'ai grandi dans la ville de Québec, donc je viens pas du milieu agricole directement, mais j'ai la moitié de ma famille qui vient du Lac-Saint-Jean, puis j'ai passé beaucoup de temps là dans cette région-là dans mon enfance. Puis cette famille-là, qui est la famille de ma mère, elle a été sur ce qu'on appellerait aujourd'hui une fermette. Fait qu'il y a des valeurs là en lien avec l'agriculture qui se sont transmises dans ma famille, puis j'ai quand même beaucoup baigné là-dedans dans mon enfance. Là, on avait toujours un grand jardin avec... on faisait du compostage. Puis moi, j'ai toujours aussi aimé les maths. Fait que quand je suis arrivée à l'université, un choix logique pour moi, c'est de faire un bac en génie agro-environnemental que j'ai terminé en 2013. Puis vers la fin de ce bac-là, j'ai fait un stage en plein cœur d'une chaire de recherche sur l'irrigation de précision qui touchait des cultures de fraises et de canneberges. Il y a d'autres membres là, de l'IRDA qui ont passé dans les podcasts avant aussi, qui ont passé dans cette chaire-là. En tout cas, bref, c'est une chaire qui était menée par le professeur Jean Caron, puis qui a eu des impacts là, considérables au Québec sur l'efficacité d'utilisation de l'eau, des rendements dans la fraise, la canneberge et plus encore. Pour moi, de travailler avec des gens là, qui étaient autant passionnés, puis un si grand projet, là, ça a été vraiment une révélation pour moi, puis ça m'a donné envie de travailler en recherche. Donc, après avoir passé en stage avec eux, j'ai poursuivi mes études à la maîtrise. Puis j'ai eu la chance d'avoir des essais terrain dans plusieurs parcelles qui se situaient en Californie, même si j'étudiais à l'Université Laval, avec les partenaires là, qu'il y avait dans cette chaire de recherche-là. Je suis restée là-bas un peu plus qu'1 an. J'ai fait plusieurs essais là, dans la fraise. J'ai aussi travaillé un peu dans l'amande puis dans la vigne. C'était dans un contexte particulier dans ces années-là parce qu'il y avait une sécheresse historique qui a été à son plus fort, 2011-2014, puis ça correspond à la période où j'étais là. Donc, j'ai vraiment été en contact avec l'impact des restrictions en eau sur le domaine de l'agriculture.
les impacts agronomiques, logistiques, économiques là, que ça peut avoir pour les producteurs. Puis j'ai aussi été impactée par ça parce que on a eu des restrictions d'eau, des coupures d'eau là, dans les essais qu'on faisait. Puis c'était des essais d'irrigation, donc on devait dealer avec ça. On a quand même réussi à faire les essais. Mais juste pour vous donner une idée de la sévérité, les pancartes d'autoroute, là, d'habitude, ils disent c'est quoi l'état du trafic, là, mais là, ça disait Serious Drought, Save Water, donc sécheresse sérieuse, sauver de l'eau. C'était quelque chose. Fait que j'ai terminé cette maîtrise-là en 2015. Puis en fait, j'ai comparé, grosso modo, là, j'ai comparé une régie de l'eau basée sur l'évapotranspiration avec l'utilisation d'aide d'outils à la décision. Puis j'ai aussi testé là, des apports d'eau restreints dans la fraise pour voir s'il y avait moyen de sauver l'eau de cette façon-là. Mais ça serait vraiment un long sujet de vous parler de ça aujourd'hui. Puis mes petits travaux de maîtrise, en fait, c'est seulement une goutte d'eau dans l'océan, là, des résultats de cette chaire de recherche-là, où il y a eu des dizaines d'étudiants qui ont passé, là. Fait que, après mes études, j'ai continué de travailler en recherche, là où j'avais eu la piqûre en agriculture. J'ai continué un petit peu à l'Université Laval, puis après ça, je suis rentrée au MAPAC dans un projet qui m'a finalement mené jusqu'à l'IRDA. Puis j'ai joint à ce moment-là un autre grand projet qui était de refaire les grilles de référence en fertilisation du Québec, puis qui avait pour mon poste surtout un aspect coordination des essais terrain là, à l'échelle provinciale avec l'équipe qui était en place. Puis aussi un aspect donné, fait que j'ai parcouru vraiment le Québec, puis ça m'a permis de découvrir, de me familiariser plus avec l'agriculture au Québec en général, puis avec tous les intervenants qu'il y a dans le milieu, les autres centres de recherche, les groupes conseils. Puis j'ai aussi beaucoup travaillé là, avec des outils informatiques pour pérenniser, structurer les données de recherche là, qui dataient des 15 dernières années là, pour les rendre analysables. Fait que c'est ça, j'ai travaillé dans 21 cultures végétales différentes. Puis c'était vraiment stimulant de travailler avec cette équipe-là qui était super compétente, puis de travailler aussi avec la chercheure là, Christine Landry. Puis ensuite, j'ai eu une opportunité de retourner dans mon domaine d'expertise qui était la gestion de l'eau. Puis j'ai joint à l'été 2021 à l'équipe de Carl Boivin. Puis je suis avec vous autres depuis un peu plus que 2 ans déjà. Fait que voilà mon introduction. Ouais, super, Lélia, merci beaucoup. Maintenant, je pense que nos auditeurs et auditrices te connaissent mieux. Puis moi, pareil, malgré les différentes discussions qu'on a eues sur le terrain, j'ai appris à te connaître encore un peu plus. Ce qui m'amène tranquillement au premier mythe ou vérité, d'ailleurs, on va le découvrir. En laissant sécher le sol, la culture s'enracinera plus profondément. Puis j'ai envie de faire un petit tour de table peut-être pour voir qu'est-ce que vous en pensez selon vous. Est-ce que c'est un mythe ou une vérité? Moi, personnellement, au fil de mes études en bio, on m'a souvent répété que c'était important. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai. Moi, de mon côté, Félix, en fait, c'est souvent une question qui nous est posée par les producteurs ou les gens avec qui on travaille. Moi, je pense que c'est un mythe. Je pense pas que la culture a besoin d'avoir un stress hydrique pour s'enraciner. Donc, c'est ma position. Je pense que c'est un certain sens à ça, mais avec des nuances quand même. Là, une sécheresse, ça amènerait pas une des racines à 3 mètres de profondeur non plus. Là. Mais je vais y aller. Moi, je voulais y aller avec la famille, mais là, on sent que la famille est divisée. Mais j'aurais envie de dire que ça penche plus du côté du mythe. Mais j'espère au moins qu'on va... pas au moins, mais j'espère qu'on va régler cette question-là là, dans les prochaines minutes. Puis d'avoir des bonnes réponses de la part de Lélia. Éclaire-nous, Lélia. Bon, merci Félix, puis merci pour vos contributions, chers collègues. Fait que, c'est ça, dans la vie, c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Fait que c'est une bonne question, puis je pourrais pas répondre par un oui ou un non tout simple. Je vais faire une mise en contexte avant. Il y a vraiment plusieurs études dans la littérature qui se sont attardées à ce sujet-là, incluant plusieurs revues de littérature exhaustives là, qui font la synthèse de multiples études. La réponse, elle est complexe parce que quand on assèche le sol, on va venir jouer aussi sur d'autres facteurs qui ont aussi une influence sur le développement racinaire. Puis il faut considérer tous ces facteurs-là en même temps. Fait qu'il y en a certains qui vont s'amplifier, d'autres qui vont un peu s'atténuer entre eux. Et aussi, la mesure du système racinaire, c'est une mesure qui est complexe à faire au niveau technique, si on compare à mesurer un rendement, par exemple. Mais il y a eu beaucoup d'avancées dans les dernières années grâce à différentes technologies comme, par exemple, la tomodensitométrie puis les avancées sur l'analyse d'images. Donc, c'est des connaissances qui sont encore en train d'évoluer dans ce domaine-là. Donc, avec l'état des connaissances, je peux quand même vous dire qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent sur la croissance racinaire.
qui ne sont pas indépendants les uns des autres, puis que les interactions peuvent être complexes. Donc, j'en énumère certains. La sécheresse, ça va réduire La sécheresse, ça va réduire La sécheresse, ça va réduire l'assimilabilité des éléments nutritifs dans le sol, ce qui peut se traduire par une diminution du rendement ou une diminution de la qualité du rendement. Puis ça, c'est à garder en tête. Quand on assèche, ça peut diminuer la prolifération latérale des racines. D'ailleurs, il y a eu un projet sur la stratégie des irrigations dans la fraise à jour neutre, là, dans l'équipe, avant mon arrivée dans cette équipe en 2009-2011. Dans ce projet-là, on avait mesuré qu'il y avait la densité racinaire correspondait fortement à la zone qui était à l'intérieur du bulbe du mectation. Ça avait été mesuré à l'aide de plusieurs sondes. Je sais pas si, Carl, tu veux rebondir là-dessus, mais en tout cas, je fais du chemin là-dessus ensuite. Tu me prends un peu par surprise, Elia. Il aurait fallu que j'ai revisité un peu le rapport, mais je dirais que Paul était là aussi dans ce projet-là. Là. Ça s'appelle un ricochet, ça? À moins que Paul veuille dire quelque chose. Fait que par rapport aux nutriments, c'est ça, on veut que les racines, elles explorent l'ensemble de la zone qui est fertilisée. Donc, on veut idéalement une prolifération qui est un peu plus latérale. Donc, en laissant sécher le sol, c'est pas une façon d'utiliser là, nécessairement les nutriments, les intrants d'une façon efficace. Mais d'un autre côté, si on a un sol qui est trop humide, le flux d'oxygène dans le sol et dans la zone racinaire, il est diminué, ce qui peut en même temps diminuer la capacité de la racine à générer une pression suffisante là, pour atteindre un niveau de croissance qui est bon. Par déduction, on pourrait penser que c'est mieux de gérer plus sec, mais dans les sols secs, la capacité de croissance de la racine est perturbée par la résistance à la pénétration du sol qui va augmenter au fur et à mesure que le sol va sécher. Ce qui me fait ouvrir la parenthèse que les racines vont s'allonger plus facilement quand même à travers des macropores, des régions de faiblesse du sol, d'où l'importance d'avoir une bonne gestion de son sol qui en favorise la santé. L'augmentation de la résistance à la pénétration du sol, lorsqu'il s'assèche, ne sera pas la même pour tous les types de sols, donc ça ne sera pas la même pour tous les types de textures. On peut avoir des sols humides qui peuvent être très résistants, d'autres qui le sont moins. D'ailleurs, les sols aussi qui ont une densité plus élevée, donc une masse volumique apparente plus haute, peuvent avoir une bonne résistance à la pénétration, là, même s'ils sont très humides. Typiquement, la littérature dit qu'une pression entre 2 et 2,5 mégapascales serait assez grande là, pour inhiber la croissance racinaire. D'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui mettent en évidence que si on s'intéresse à éviter la sécheresse, alors la ligne de recherche à laquelle on devrait s'intéresser, c'est plutôt l'effet de la résistance du sol sur la croissance du plant. Là, Lélia, c'était super intéressant, plein de belles théories, mais j'ai l'impression que tu n'as pas répondu vraiment à ma question qui est, en laissant sécher le sol, est-ce que la culture va s'enraciner plus profondément finalement? Tu as bien raison, Félix. Puis pour tenter de te répondre un peu plus directement, je vais te parler d'un groupe de chercheurs là, dont j'ai lu une revue de littérature qui se sont attardés à la façon de faire pousser des cultures en région aride. Puis dans cette revue-là, il y avait plusieurs études qui mentionnaient quand même que lorsque la plante a subi un stress abiotique, donc ça inclut le stress hydrique, mais pas seulement ça, ça peut aussi être lié à la salinité, le stress thermique, le déficit en nutriments puis d'autres stress. Alors là, les métabolites de la plante vont être redistribués en faveur des racines. Donc ça veut dire que ça peut favoriser l'élongation racinaire. Puis il y a plusieurs études qui sont citées comme telles que l'élongation racinaire a été favorisée ou que la quantité de biomasse liée aux racines versus la biomasse aérienne était plus grande quand il y avait eu des stress, mais c'était pas pour toutes les études. Puis quand ça se produit, ben là, on parle d'une élongation qui va être au détriment de la prolifération latérale des racines. J'en ai parlé tantôt que c'était important de conserver ça quand même pour valoriser nos nutriments et autres facteurs. Et la ramification, c'est ça, latérale va diminuer. Toutefois, une sécheresse qui est quand même vraiment élevée va tout simplement inhiber la croissance racinaire, donc il n'y en aura plus. Donc, pour ta question, ma réponse courte, c'est pas un mythe, mais il faut pas non plus voir ça comme une solution pour favoriser le prélèvement en eau puis augmenter notre rendement en cas de sécheresse, parce que le lien de cause à effet, il est pas direct. Il y a plusieurs facteurs qui sont liés ensemble.
qui peuvent s'amplifier ou s'annuler. Mais il faut plutôt utiliser une approche holistique si on veut optimiser notre prélèvement en eau et de nos rendements, pour faire une gestion globale de l'irrigation. Voilà, c'est dit. Donc, premier mythe démystifié. Donc, je pense qu'on peut dire que Paul était le plus proche de la vraie réponse. Donc, c'était un oui avec nuance. Ça m'amène tranquillement au deuxième mythe ou vérité. Merci Lélia avant tout, encore une fois, pour l'explication. Puis, pour le deuxième, j'ai le goût de me lancer. Je suis de l'école de l'agriculture biologique. Là, vous, mes collègues, vous le savez parce que je le radote assez souvent. Puis vous, les auditeurs et auditrices, j'en ai parlé dans l'épisode numéro 1 quand je me présentais. Donc, tout ça pour dire qu'au fil de mes études en agriculture biologique, on me répétait souvent un vieil adage qui est « un binage vaut 2 arrosages ». Autant là, les nombreux producteurs là, qu'on a rencontrés là, pendant les 3 années de cégep que mes professeurs, ils se plaisaient à répéter ce dicton-là assez souvent, tellement que c'était rendu un running gag. Puis l'explication que mes professeurs me donnaient, c'est qu'en passant une binette, que de toute façon, on passe régulièrement là, en régie bio, une binette ou un autre outil du même genre, là, en régie bio parce que on l'utilise pour lutter contre les mauvaises herbes. En utilisant cet outil-là, on vient briser la croûte de battance. Puis la croûte de battance, on se rappelle, c'est la croûte, la couche qui est formée par les gouttes de pluie là, qui viennent frapper le sol puis éclater les agrégats en surface. En brisant cette croûte-là, on réduirait le ruissellement, puis on permettrait à l'eau de mieux s'infiltrer dans le sol, là, ou du moins plus uniformément, puis plus rapidement. Fait que je serais curieux de savoir ce que mes collègues scientifiques pensent de ça. Fait que qu'en pensez-vous, A priori, je dirais que ça va pas nuire. De là à valoir 2 arrosages, tout dépendant de la hauteur d'eau des arrosages, mais je pense que ça peut pas nuire, effectivement. Là. Moi, faudrait pas que je perde trop de crédibilité parce que j'ai pas eu tous mes morceaux de robot pour la première question, mais moi, j'aurais envie quand le sol s'assèche, moi, je trouve qu'il y a comme une couche un peu isolante qui se crée, là, un peu hydrophobe, qui protège un peu là, je dirais la perte en eau du sol plus en profondeur. Fait que j'aurais l'impression que de briser cette croûte-là, ça ramène, ou en fait cette couche un peu là isolante, ça ramène de la terre humide en surface, puis ça recrée un peu une espèce de continuum, si on veut. Fait que je sais que tout est pas noir ou tout blanc, mais j'ai envie de dire que ça penche un peu plus du côté du mythe. Il y a un aspect, système culturel aussi. Là, est-ce qu'on est buté? Est-ce qu'on est en plein sol? Est-ce que c'est des planches? Il y a peut-être ces aspects-là aussi là, qui peuvent influencer notre réponse. Puis Lélia, qu'en penses-tu? Un binage vaut 2 arrosages, mais je pense que on peut pas remplacer un binage par 2 arrosages. Mais je pense aussi que selon le type de sol que tu vas avoir, la réponse elle sera pas la même parce qu'il y a certains sols qui vont être un peu plus hydrophobes que d'autres là, pour peut-être faire un peu de millage sur ce que Carl a introduit. Mais j'ai hâte d'entendre la réponse. Mais après ça, je pense qu'il y a 2 sens au mythe. Là, je pense pas qu'on veut dire qu'un binage, ça vaut 2 arrosages, mais c'est plus que après un binage, l'arrosage qui va être fait va être plus efficace. Je pense pas, ça ajoute pas de l'eau dans le sol de passer une binette. Là. Juste une petite nuance comme ça avant de se lancer dans la vraie réponse. La vraie réponse qui devrait être amenée par moi, si je comprends bien. Mais j'aurais dû avoir cette petite spécification-là. Moi, voyez-vous, j'ai pas fait d'études en agriculture biologique. Là, fait que binette, puis ce vieil adage-là, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu tout de suite. Donc, moi, je l'avais géré plus de la même manière que Lélia vient de le proposer, là, dans le sens que si tu fais un sarclage superficiel, ça va avoir un effet de redistribution de l'eau dans le sol, puis je pense qu'on s'entend tout le monde pour dire que c'est pas nécessairement quelque chose qui va se passer en réalité là, quand on va faire cette opération mécanique-là. Donc moi, je me suis attardé un peu plus à l'aspect, comment je pourrais dire ça, l'aspect de la conductivité hydraulique non saturée. Ça, c'est des gros mots un peu là, pour ceux qui sont un peu moins habitués, mais je vais essayer de vous l'expliquer grossièrement pour qu'on puisse comprendre que ce concept-là, il vient donner de l'information sur ce mythe-là, à savoir que si on brise une croûte en surface,
Est-ce qu'on se trouve à être mieux équipé pour recevoir de l'eau? Puis si on la brise pas, ben qu'est-ce qu'il y en est? Fait que je me lance. Donc, comme je le disais, ben j'ai quand même consulté plusieurs études, mais ces études-là, ils s'attardaient plus aux effets des différentes régies de sol sur différents paramètres, mais ces études-là, c'était plus en amont, en fait, donc avant le semis ou la plantation, mais non pour des actions mécaniques comme du sarclage là, occasionnel dans les champs. Comme notre situation, là, elle fait plus entendre là, au niveau du sarclage là, pour contrôler les mauvaises herbes. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, ben, je veux essayer de répondre à cette question-là en parlant de la conductivité hydraulique non saturée. Ben, premièrement, c'est quoi ça, la conductivité hydraulique? Ben, ça correspond à une masse d'eau qui va traverser une surface poreuse dans une période de temps. Donc, on va dire aussi si elle est saturée ou non saturée, ben, ça dépend de l'état hydrique du sol, tout simplement. Alors, dans notre exemple, ben, on va nécessairement s'intéresser à un milieu qui va être non saturé, donc les premiers centimètres du sol à la surface, donc vraiment la couche entre la limite comment on pourrait dire, de la limite atmosphérique puis la limite du sol à proprement dit. Donc, on va essayer de décrire cet état-là qui se trouve à cette même limite. Donc, la conductivité hydraulique non saturée va diminuer avec une diminution de la teneur en eau volumique. Donc, le transport de l'eau dans le sol va diminuer plus que le sol va s'assécher. Alors, il y a plusieurs aspects qui sont présents à nous dans cette situation. Donc, notre couche de sol sec pourrait limiter la perte d'eau du sol par évaporation à partir du maintien du statut hydrique du sol, donc qui laisse potentiellement une plus grande quantité d'eau pour les prélèvements de la culture. Puis ça, on l'a tout pas mal identifié en départ là, de cette section-là, à savoir qu'on va protéger notre quantité d'eau, on va limiter les pertes par évaporation. Mais cette même couche-là, comme on l'a expliqué, comme Félix l'a bien décrit tout à l'heure, ben, ça va occasionner des épisodes de ruissellement d'eau, de pluie à la surface du sol au début des précipitations. Tant que le sol en surface, ben, il n'aura pas été réhumecté, ce qui va permettre d'augmenter de nouveau la valeur de la conductivité hydraulique non saturée à la surface du sol. Donc, plein de gros mots pour dire en fait que pratiquer le sarclage qui va briser la croûte en surface va pas nécessairement favoriser une meilleure distribution de l'eau dans le sol, mais va plutôt risquer d'en diminuer la quantité par évaporation, comme on a pu le voir précédemment. Mais quand même, la pulvérisation de cette croûte-là par le sarclage mécanique, ben, ça va favoriser l'infiltration des volumes d'eau qui proviennent des précipitations. Donc, encore une fois, on dit c'est ni blanc ni noir, c'est gris. On est encore là-dedans. Donc, je pense que tout le monde avait raison dans ce cas-là. Donc, tes professeurs avaient raison, Félix. Bon, ils vont être contents de l'entendre. Je suis sûr qu'ils nous écoutent. Puis, merveilleux. Fait qu'un autre mythe bien gris. Pas de vérité ou de mythe, c'est quelque part entre les deux. Donc, ça m'amène au troisième mythe ou vérité. Les cultures ont besoin d'1 pouce d'eau par semaine. Pourrait commencer. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop facile. J'ai toujours de la misère avec les recettes en agriculture. Fait que j'ai l'impression que c'est pas vraiment vrai, ça. Qu'en pensez-vous? Mais ouais, les cultures ont besoin d'1 pouce d'eau par semaine. Ça, je pense que vous allez tous d'accord. On l'entend pas mal tout le temps, là. Moi, je crois pas à ça. Je crois vraiment pas à ça. Moi, j'y crois pas non plus. Fait que, je trouve ça drôle, une règle du pouce qui mentionne 1 pouce, là. Mais, en fait, non, j'y crois pas non plus, là. Je pense pas, par exemple, qu'un arbre va avoir besoin de la même quantité que culture en implantation, en tout cas. Fait que j'ai hâte d'entendre la réponse. Personne n'y croit. Ça veut dire que si moi j'y crois, je suis le seul contre tous. Tu vas perdre ta job. Oui, c'est ça, exactement. C'est enregistré, Julie. Oui, oups, effacer la bande. Avant de répondre à ce fabuleux mythe, c'est drôle parce que
c'est souvent, on a souvent cette question-là aussi là, parmi quand on fait des conférences ou on rencontre les gens, c'est un mythe qui est quand même bien ancré dans le milieu agricole. Donc, un pouce, la règle du pouce ou une hauteur d'eau de 25 mm. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est la hauteur d'eau qui serait nécessaire pour combler les besoins en transpiration de l'éculture puis aussi les pertes par évaporation. Donc, est-ce que ça peut être vrai qu'en une semaine, une culture utilise là, l'ensemble de cette hauteur d'eau-là? Ça, on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais c'est sûr que la consommation en eau et l'évaporation, tout ça, c'est des facteurs qui en fait, ça varie en fonction de plusieurs facteurs. Tu sais, faut juste penser à type de culture. Lélia, tantôt, tu disais, est-ce qu'un arbre, ça va consommer autant d'eau qu'une laitue ou une autre culture? Donc, le type de culture va vraiment influencer le stade de croissance, si on est en germination ou en jeune pousse versus si on est une culture mature. Fait que rapidement, on s'imagine bien que les besoins évoluent avec le temps en saison. Puis tout ce qui est conditions météorologiques aussi, là, c'est sûr que ça vient influencer ces demandes-là. Donc, ce qui est bien avec la chose, c'est que je vais essayer d'illustrer, de faire un exemple. C'est que, en fait, il existe des données de stations météo qui calculent ces demandes en évapotranspiration. Le concept de l'évapotranspiration, on l'a souvent martelé, là, c'est un concept qui existe depuis des décennies. Où là, dans le fond, les scientifiques ont travaillé à déterminer là, les besoins en eau des cultures en fonction des conditions météorologiques. Donc, ça a été calibré, dans le fond, on parle d'évapotranspiration de référence. L'ETP, ça a été calibré en fonction d'une hauteur de gazon qui est à environ 10 cm. Donc, lorsqu'on sort les données de stations météorologiques, c'est ce qu'on a en termes de hauteur d'eau qu'une culture de gazon qui serait bien irriguée, en pleine croissance, utiliserait. Donc, un exemple concret, je suis allé sur le site Agrométéo, dans le fond, un site là, qui répertorie un ensemble de stations météorologiques du Québec. On peut aller chercher les données d'évapotranspiration d'une station. Je suis allé au sud du Québec, à Hemingford. Je suis allé chercher les données de 2023, dans le fond, du 1er mai au 1er septembre, ce qui me donne environ 17 semaines. Puis j'ai fait un exercice pour voir d'abord, en faisant un cumulatif 7 jours, seulement l'évapotranspiration, est-ce qu'on avait des semaines où on arrivait exactement à 25 mm. Donc, je me suis rendu compte qu'on avait une valeur moyenne. C'est arrangé un peu par le gars des vues, mais c'est réel. Vous pourrez faire l'exercice de votre côté. La moyenne, c'est vraiment 25 mm. Mais on a quand même des écarts, bien sûr. Une valeur minimale à 19 mm, puis une valeur maximale à 37 mm. Donc, on a une variabilité au courant de la saison, comme on peut le voir. Ensuite de ça, je me suis amusé à utiliser, dans le fond, des coefficients culturaux. Parce que, dans le fond, l'évapotranspiration de référence, comme je vous l'ai dit, c'est pour une culture de gazon. À moins d'être producteur de gazon, si on fait une autre culture, il faut venir ajuster cette évapotranspiration-là avec un coefficient. Donc, je suis allé chercher dans la littérature un coefficient tout à fait, on va dire, moyen. Puis je l'ai simulé à différents moments de la saison parce que le coefficient va varier en fonction du stade de croissance. Fait que j'ai fait une petite simulation rapide. Puis j'ai regardé, dans le fond, encore une fois, le cumul 7 jours. Est-ce que j'arrivais avec une consommation de 25 mm? Puis, en réalité, ça peut être vrai que la culture utilise 1 pouce d'eau par semaine, 25 mm environ. Mais c'est arrivé 4 semaines sur 17 dans mon exemple. Donc, ça arrive pas souvent. Mais là, je me suis dit, bon, mais OK, à quel moment où est-ce qu'on a plus de chance d'avoir un bon succès? Ben, c'est sûr que c'est quand la culture est en pleine croissance ou à un stade phénologique assez avancé, à pleine maturité, c'est ce que je veux dire. Mais dans ce cas-là, on est capable d'avoir environ 50% des chances d'avoir la bonne réponse. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai fait le cumul sur 7 jours, puis ma moyenne arrive à 20 mm avec un écart, une valeur minimale à 10 mm, puis une valeur maximale à 30 mm. Donc, si on y va avec la règle du pouce, puis par exemple, on dit, bon, on va irriguer 25 mm dans notre semaine, puis on tombe sur la semaine qu'on avait besoin de 10 mm, ben là, on se rend compte que, oups, on a mis passablement trop.
Puis à l'inverse, dans les semaines où on a eu la demande la plus élevée, on était à 30 mm environ, on n'a pas mis assez, mais disons que c'est pas la fin du monde non plus, tu sais. Donc voilà. Ça pour dire que mon exemple, je voulais essayer d'illustrer que, en fait, ça peut être vrai, mais disons que c'est pas une grosse moyenne au bâton si on utilise cette fameuse règle du pouce-là. On peut y arriver. Il y a des semaines qu'on va bien réussir, mais il y a d'autres semaines qu'on sera pas du tout dedans. Puis c'est sûr que nous, on prône quand même l'utilisation des outils d'aide à la décision pour baser une régie d'irrigation sur ces outils-là, avoir des données qui nous permettent de prendre des bonnes décisions, puis d'utiliser un peu une règle du pouce, la loi de la moyenne pour gérer son irrigation. Disons que ça risque d'être un petit peu... c'est risqué, à mon avis. On est mieux de prendre les données en temps réel pour... ça devient plus précis, sans doute. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que je dirais, la plupart du temps, c'est un mythe, mais on peut quand même trouver certaines périodes. C'est assez drôle, j'aime bien ton exercice. Ouais, c'est merveilleux. Voilà. Bon, donc ça nous amène au 4e mythe ou vérité. Ah, puis celle-là, je l'aime bien parce qu'on l'entend souvent là, autant sur le terrain que monsieur, madame, tout le monde, j'ai envie de dire. Là. Irriguer une culture en plein soleil brûlera les feuilles. Je suis persuadé que c'est pas vrai. T'sais, on entend souvent ce mythe-là, mais j'ai bien l'impression par expérience personnelle, j'ai pas de recherche pour appuyer mes dires, mais que ça change absolument rien. Ma crainte serait plus pour les maladies fongiques. C'est mon opinion. On a eu beaucoup de feux de forêt en 2023. Est-ce que ça a été causé par la pluie qui a enflammé toutes les superficies au Québec? J'espère que Carl n'arrivera pas à cette... Ça fait beaucoup de J'espère que tu n'arriveras pas à cette conclusion. Je suis pas allé vérifier. Je suis pas dans cette direction-là. Fake news. Non, moi, je suis pas... pour avoir vu pas mal de trucs en irrigation d'aspersion... les producteurs se limitent pas à irriguer la nuit à cause de cette considération-là. Donc, moi, je crois bien que c'est un mythe. Moi, j'aurais plus de crainte à irriguer. Mettons, j'irrigue à chaque irrigation à la tombée de la nuit, d'avoir des maladies fongiques plutôt que de risquer d'avoir des brûlures. Fait que je pense que c'est un mythe aussi, mais j'ai à suivre. Bon, ben la suite va arriver bientôt. Donc, pour en arriver à savoir si c'est un mythe ou non, ben, je suis d'abord allé fouiller dans nos archives. Puis, ben, c'est pas vraiment ma grande surprise que j'ai trouvé 2 projets qui sont déroulés de 2006 à 2009. D'ailleurs, Paul, ça devrait te rappeler quelque chose, surtout pour le 2e. Celles et ceux, du moins, ben, pas du moins, mais pour celles et ceux qui n'y étaient pas, ben, on se retrouve dans un contexte de production de fraises à jour neutre là, à l'île d'Orléans. J'aime toujours ça ressortir des projets qu'on a réalisés, fait que dans ce cas-ci, je peux pas manquer l'occasion. Donc, dans ces 2 projets-là, on s'intéressait à évaluer l'efficacité de la microaspersion pour éviter que la culture subisse un stress dû à des températures trop élevées. Donc, ici, l'objectif poursuivi avec l'irrigation était de refroidir le couvert végétal. Notre consigne de déclenchement était donc pas basée là, sur un statut hydrique de sol, mais plutôt sur la température de l'air, et cette température était de 27 degrés. Donc, l'idée était de bassiner, c'est le terme proposé par la langue française, le couvert végétal avec de l'eau, juste assez pour en mouiller la surface. Dans ce cas-ci, c'était environ 0,5 mm. C'était plutôt difficile d'appliquer moins que ça avec un système d'irrigation, là, du moins celui qu'on avait. Donc, les conditions, on parle ici de chaleur, puis souvent de plein soleil, ben, sont parfaites pour que l'eau présente sur les feuilles s'évapore. Puis, il y a une partie aussi de l'énergie qui est nécessaire à cette évaporation-là, qui est fournie par le feuillage. Donc, par conséquent, la température de ce feuillage-là va diminuer. Pour ceux que ça intéresse, là, dans les meilleures conditions, on pouvait observer une baisse de température de l'air dans l'environnement immédiat du couvert végétal là, de près de 7 degrés Celsius. Donc, mais plus c'était chaud, plus l'effet aussi était de courte durée. Mais en moyenne, là, après un bassinage, mais ça durait 10 minutes, puis après, les feuilles étaient revenues étaient revenues comme au point de départ. Elles étaient revenues secs ou sèches. Sèches. Parce que les fraises du fraisier sont sèches ou archi sèches. Fallait donc intervenir fréquemment, mais on s'était mis une limite parce qu'on aurait bassiné pratiquement en continu, donc on ne voulait pas y aller plus d'une fois par heure. Et durant ces 4 années-là,
Et ces 2 projets-là, ben finalement, on a déclenché l'irrigation là, de 160 jusqu'à 177 fois par saison. Puis généralement en plein soleil, parce que c'est souvent là qu'il fait le plus chaud. Puis on n'a jamais observé de dommages de brûlure sur les feuilles. Donc, pour l'instant, j'aurais envie de dire que c'est un mythe. Puis pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ces 2 projets-là, ben, je vous invite à aller sur le site de l'IRDA. Et maintenant, pour être encore un peu plus objectif, en fait, je suis allé fouiller la littérature en général, si on veut, puis j'ai trouvé de l'information là, à propos d'un article qui a été publié en 2010 dans la revue de New Phytologist. Donc, les essais qui ont été réalisés impliquaient d'abord de comparer sur des feuilles d'érable des billes de verre puis des gouttes d'eau durant 1, 3 et 9 heures d'exposition consécutive au soleil. Et les feuilles avec les billes de verre ont subi des brûlures, mais pas celles avec les gouttes d'eau. L'explication qui est donnée, c'est que les gouttes d'eau ne sont pas parfaitement sphériques puis ils finissent par s'évaporer, ce qui demanderait beaucoup plus d'énergie dans le cas des billes de verre. Aussi, les rayons du soleil sont concentrés dans un plan qui ne touche pas directement à la feuille. Il faudrait donc éloigner la goutte d'eau de la feuille, un peu comme on peut le faire avec une loupe, là, ce qui n'est pas sans rappeler une partie de mon enfance, là, ou du moins ponctuellement durant mon enfance. En fait, tout le monde a essayé ça, pas de mettre le feu, mais de brûler quelque chose avec une loupe. Ouais, on apprend des choses aujourd'hui. Là. Scoop! Bon, ils vont peut-être régler certains cas. Ils travaillent dans l'eau, mais ils aiment le feu. Il y avait il n'y avait pas un dragon, des dessins animés d'un dragon là, qui voulait être pompier. Bon, ils ont répété l'expérience avec des gouttes d'eau, mais cette fois-ci en fait, ça s'appelait des fougères flottantes. Je connaissais pas cette plante-là, mais la caractéristique en fait, les feuilles sont hydrophobes. Donc, la goutte d'eau a tendance à être plus sphérique que sur des feuilles qui sont pas hydrophobes, ou j'allais dire des feuilles normales, mais puis aussi, il y a des poils qui font que, en fait, la goutte d'eau va être éloignée de la surface de la feuille. Fait que ça ressemble un peu aux conditions là, que je parlais précédemment pour que ça brûle, si on veut. Les gouttes d'eau, donc, c'est ça, étaient plus élevées par rapport à la feuille, puis étaient plus sphériques, puis ils demeuraient plus longtemps parce qu'il y avait moins de chances d'aller chercher là, la chaleur de la feuille. Fait que dans ce cas-ci, des brûlures ont été observées. Donc, pour les fraisiers, je m'en ferai pas trop avec les brûlures, mais un peu plus avec la perte en eau par évaporation, mais dans un contexte où l'objectif, bien sûr, poursuivi par l'irrigation, n'était pas de refroidir, mais bien d'éviter un stress hydrique à la plante. D'ailleurs, je pense que c'est le sujet du prochain... je pense que c'est le prochain sujet de questionnement, si je me trompe pas. Ouais, effectivement. En tout cas, c'était vraiment intéressant. C'est toujours surprenant, les sujets de recherche. Là. À quand un projet pour nous avec des billes? Donc, ouais, ça m'a fait penser aussi à un autre mythe ou vérité qui est le suivant. On perd beaucoup d'eau par évaporation en irriguant en plein jour. Oh, celle-là, je trouve qu'il est plus corsé. J'aurais l'impression que c'est plutôt négligeable, mais je suis obligé de pencher vers la vérité quand même. J'ai l'impression que c'est quand même vrai, moi. J'ai hâte d'avoir vos impressions là-dessus. Moi, je pense qu'on en perd de l'eau. À savoir si c'est beaucoup, je sais pas. Sachant que l'évaporation est une réaction endothermique qui utilise l'énergie latente pour passer de liquide à vapeur, je pense que quand il y a plus de température, ça doit aller plus vite. C'est sûr que je viens de dire que finalement, là, ça prenait 10 minutes à l'eau à s'évaporer là, sur les feuilles. Fait que c'est sûr qu'on en perd par évaporation. Maintenant, est-ce que c'est beaucoup? J'ai hâte de savoir. En fait, j'ai hâte que vous sachiez. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas une réponse qui est facile à répondre. Je vais quand même tenter d'y répondre. Avant de citer plein d'articles puis vous perdre dans les données. C'est sûr que l'évaporation, c'est une perte, mais tu sais, si on regarde là, les différentes pertes qu'on peut avoir dans le système quand on fait de l'irrigation, parce que là, on parle bien d'irrigation par aspersion, là, tu sais, on est vraiment dans ce cadre-là, on parle pas de goutte à goutte ou c'est vraiment là lorsqu'on vaporise ou qu'on asperge de l'eau dans l'atmosphère. Mais avant même de perdre de l'eau par évaporation, dans ce genre de système-là, on peut perdre de l'eau là, reliée à des fuites qui sont dans les canalisations, entre la pompe et le gicleur. On peut perdre de l'eau par drainage, par percolation, ruissellement. Puis là, ce qu'on s'intéresse vraiment là, c'est les pertes dans l'atmosphère. Fait que dans le fond, c'est l'évaporation directe lorsqu'on
une gouttelette d'eau dans l'air, on va perdre une certaine partie de cette eau-là par évaporation directe. On a aussi une perte qui est plus reliée à la dérive. Donc, les fines gouttes qui sont vaporisées dans l'air vont être déviées de la cible par le vent. Fait que ça, c'est un concept souvent dans les études qui sont liés. Fait que souvent, des fois, les études vont parler d'évaporation directe et de dérive, ou des fois, les chercheurs vont inclure tant la dérive que l'évaporation directe dans l'air pour dire, OK, on perd un certain pourcentage de notre eau de cette façon-là. Puis aussi, finalement, on a aussi, lorsque l'eau se dépose, par exemple, sur le feuillage, quand Carl, tantôt, tu t'en as parlé, les chercheurs, en fait, dans cette portion-là, ne considèrent pas cette eau-là qui va s'évaporer éventuellement là, avec la chaleur, le soleil, le rayonnement, la vitesse des vents, tout ça. Parce que, dans le fond, ça permet de faire un certain refroidissement des feuilles. Puis, au final, la culture, elle sera pas obligée d'utiliser son eau ou de prélever cette eau-là. Donc, c'est pas une perte, on va dire, nette du système. Fait que l'évaporation, dans le sens pur de la question, c'est vraiment de voir est-ce qu'on perd de l'eau dans l'atmosphère lorsqu'on projette l'eau dans les airs. Donc, avant de rentrer dans ce sujet-là, il y a on va dire que pendant un certain temps, les chercheurs disaient que l'évaporation de l'eau directement dans l'air n'était pas une vraie perte parce qu'ils disaient, à ce moment-là, on va augmenter l'humidité, on va baisser la température, puis on va limiter l'évapotranspiration des plantes. Donc, pendant de nombreuses années, on disait, c'est pas une perte directe du système, encore une fois. Sauf que des études plus récentes là, qui datent des années 2000 ont démenti un peu cet effet-là, puis ils ont été capables de mesurer finalement que c'est vrai qu'on diminue l'évapotranspiration de la culture, mais ça venait pas combler justement les pertes d'eau par évaporation directe. Grosse mise en contexte pour ensuite de ça venir vous noyer de différentes données et pourcentages. J'ai consulté un peu la littérature à ce sujet-là, puis les prochaines études que je vais citer là, en rafale reposent sur, grosso modo, 3 grands principes de mesure, de méthodes qui ont été utilisées pour déterminer là, les pertes. Dans la littérature, là, il y a beaucoup d'études qui se sont fondées sur la mesure de la conductivité électrique de l'eau, excusez. C'est qu'en fait, c'est que l'eau d'irrigation présente une faible salinité, puis lorsqu'on projette ces gouttelettes d'eau dans l'air, ils vont perdre un certain volume, puis là, l'eau récupérée va devenir un petit peu plus concentrée, finalement, là, va être plus concentrée, puis on va être capable de mesurer la différence là, avec la conductivité électrique de cette eau-là récupérée. Donc ça, c'est une première méthode. Une autre méthode qui consiste aussi à mesurer la concentration en ion de chlorure dans l'eau récupérée. Puis la troisième méthode qui est un peu plus simpliste, qui consiste à regarder les hauteurs d'eau récupérées avec des pluviomètres. Donc, on va vraiment tapisser là, les surfaces avec des centaines et des centaines de pluviomètres. Donc voilà. Là, Félix, je vais un peu divulgacher ce qui s'en vient. Je lance que dans toutes les études que j'ai consultées, grosso modo, les pertes par évaporation directe varient entre 2 et 50% de la quantité. Ah ouais, quand même. Fait que c'est énorme ou c'est très, très faible. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça répond à pas grand-chose, mais d'emblée, ça apporte une certaine couleur, là. Fait que je commence 1955, les premières études que j'ai vues, c'était des pertes là, atteignant 55% dans des conditions arides de l'Arizona. Donc là, on est assez loin du Québec. Est-ce qu'on a des conditions qui peuvent ressembler à l'Arizona? Je pense pas. Mais dans ce cas-là, c'était un gicleur isolé. Donc, ils ont fait une étude sur un gicleur isolé et non un réseau complet. Donc, on poursuit 1973 d'autres études où on voit que la dérive sur les durées court terme puis qui donne des valeurs d'évaporation entre 0 et 50%. Fait que le 2 et 50%, 0 et 50%. Donc, ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est que les pertes par évaporation de jour sont 3 à 4 fois celles enregistrées lors d'une irrigation de nuit.
Donc déjà, ça commence à nous donner certaines pistes qu'effectivement, il y a une certaine perte là, qui peut être importante là, le jour. Donc, on continue d'autres études là, encore dans les années 70 qui établissent des pertes par évaporation qui sont habituellement inférieures à 2-3%. Donc, d'autres études qui donnent le contraire avec des faibles pourcentages. Puis, ces études-là, même dans des conditions de température de l'air élevée, de faible humidité relative. Fait que, bon, on voit qu'on a un petit peu n'importe quoi. Toutes sortes de valeurs, bref. Dans les années 80, d'autres études qui indiquent des pertes avoisinantes là, voisines à 30% dans des conditions chaudes, sèches et venteuses. Donc, ça continue. Une autre étude là, qui estime à l'aide de pluviomètres là, des pertes d'environ de 15% dans des conditions évaporatives élevées. Donc, on est rendu dans les années 80, Félix, ça continue. On fait un bond, on se rend dans les années 2000. Là, on a des pertes qui atteignent plus 7 à 8% avec un système de canon avec enrouleur. Fait que là, c'est intéressant. On avait beaucoup de gicleurs au début. Là, on est rendu avec du canon enrouleur. On parle de 7 à 8%. D'autres études dans les années 2000 où on mesure des pertes entre 1 et 29%. Encore une fois, avec un gicleur impact. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on a des pertes qui sont plus importantes lorsqu'on a un gicleur isolé que quand on a un gicleur qui est dans un système. Donc, on fait encore un bond. On est rendu dans les années... on fait un retour en arrière, désolé. Un voyage fin dans des le temps. années 80. Des pertes qui varient entre 0,6 et 1,4%, ce qui est très faible, avec un système là, de rampe latérale, basse pression. Fait que là, on voit déjà que selon les systèmes d'irrigation qui sont utilisés, les pertes sont différentes. Fait que ça, c'est intéressant. Au milieu des années 2000, on commence à avoir des études un petit peu plus, on va dire, exhaustives, où là, on a de la comparaison avec différentes autres études. Puis, dans des conditions climatiques extrêmes, dans ces études-là, c'était en France, on parle d'une valeur de l'ordre de 15%. Puis dans des conditions normales, on parle des conditions d'humidité relative d'environ 60-65%, puis une température en bas de 30 degrés Celsius. Les conditions extrêmes dans cette étude-là, c'était 30% d'humidité relative, puis 30 degrés de température de l'air. Fait que ce qui est quand même assez rare au Québec, des conditions aussi extrêmes que ça. Puis dans des conditions normales, on parle qu'on a une perte inférieure à 10%. Dernière étude que j'aimerais bien citer, une thèse doctorale, dans le fond, de 2006, qui a fait une revue de littérature, puis qui a fait des essais comparatifs, arrive à la conclusion générale que la perte globale cumulée se situe plutôt à des valeurs autour de 15%, avec un maximum à 23% dans des conditions, on va dire, extrêmes, où est-ce que là, le pouvoir évaporant de l'air est à son maximal. Puis, l'évaporation directe sous des conditions normales serait inférieure à 5% jusqu'à environ 10%. Donc, on se rend compte qu'il y a une grande variabilité là, de valeurs. Là. J'ai ciblé quand même, j'ai cité plusieurs études avec des pourcentages déroutants. Fait que ça peut être beaucoup, comme ça peut être très, très peu, mais ce qui ressort de tout ça, c'est que le système d'irrigation a une grande influence. Fait que dans le fond, plus on va fonctionner à haute pression, plus on va avoir de pertes. Plus on va avoir des gicleurs qui ont des longues portées où on va projeter l'eau le plus loin possible ou très haut, on va avoir plus de pertes. Des systèmes qui sont plus basse pression, un peu comme des pivots ou des rampes, vont avoir des pertes très faibles ou assez faibles comparativement à des systèmes qui sont haute pression. Fait que c'est sûr que la taille de la gouttelette là, va vraiment être importante. Puis dans des études, certaines études disaient que lorsqu'on avait une pression assez élevée, on créait des tout petites gouttelettes, que ces gouttelettes-là étaient rapidement là, complètement volatilisées dans l'air, ou que finalement, ils étaient dérivés, là, ils étaient dérivés par le vent là, hors cible très rapidement là, ou très facilement.
Dans le fond, juste pour finir, il y a quand même les conditions météorologiques, là, dans le fond, ce qui influence le pouvoir évaporant de l'air. Puis c'est accentué par le rayonnement solaire et la vitesse du vent, qui fait aussi qu'on retrouve une certaine variabilité dans les données. Mais l'évaporation est là, c'est une certaine perte. J'arriverai pas avec un chiffre hors de tout doute, mais c'est une perte, mais probablement on perd pas 50% de notre eau parce qu'au Québec, on a quand même des conditions, on va dire, plutôt de type normal. Fait que je pense qu'on pourrait dire qu'au maximum, là, on peut peut-être penser à 10-15% de perte par évaporation. Ce serait probablement un chiffre là, qui serait probablement maximal dans nos conditions. Mais Intéressant. C'est un bon survol des différentes études, puis un peu comme tu le soulevais, là, tout a été dit puis son contraire, mais je pense qu'on peut dire sans trop se tromper là, qu'il y en a une perte, mais que le terme beaucoup est peut-être un peu fort là, dans ce cas-ci pour ce mythe-là. Donc, un mythe avec nuance. Bon, maintenant que ça c'est réglé, ça m'amène au prochain mythe qui est améliorer la gestion de l'irrigation se traduira inévitablement en économie d'eau. Ça a l'air d'une question piège. J'ai l'impression que ça se traduira pas nécessairement en économie d'eau. Donc, j'ai l'impression que c'est un mythe, même si c'est bien d'améliorer la gestion de l'irrigation sur son entreprise. En fait, moi, j'aimerais ça que ça soit vrai. Je sais pas si on peut organiser les données pour faire pour que ça soit vrai et qu'on ait des économies d'eau à l'échelle des fermes. Mais bon, on va voir si c'est un rêve. Ben, je pense qu'il y a du sens, à ça, mais je pense qu'il y a tellement de types de fermes puis tellement de types de gestion d'irrigation. Il y en a peut-être que ça se prête mieux puis que c'est effectivement des économies d'eau. Il y en a d'autres que c'est peut-être le statu quo, mais juste de l'eau amenée différemment. Puis peut-être que d'autres, une gestion de l'eau améliorée implique des plus grands volumes. Donc, je pense que c'est ça dépend de la situation. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense aussi que ça va dépendre de quelle façon on quantifie notre économie d'eau. Est-ce qu'une économie d'eau, c'est quand on utilise moins d'eau par hectare ou est-ce qu'il y a d'eau pour chaque kilogramme de rendement qui a été produit? Fait que j'ai hâte d'entendre le reste. Moi, je l'ai pris d'un angle que si on améliore la gestion de l'irrigation, mais ça veut dire que, par exemple, si on puise notre eau dans un étang, mais ça veut dire qu'il va rester plus d'eau dans l'étang. Pour l'instant, j'ai ignoré l'aspect efficacité, mais je commencerai me commettant, mais en disant que c'est probablement peu probable d'être en condition de production optimale si la gestion de l'irrigation est déficiente. Ce qui m'amène à penser que la quantité, on peut donc penser que la quantité produite, on peut s'imaginer ici des pommes de terre, là, par unité de surface, pourra augmenter si la gestion de l'irrigation s'améliore, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas d'autres facteurs limitatifs que celui de la disponibilité en eau pour la culture. Cela dit, on a suivi plusieurs entreprises depuis une quinzaine d'années, et puis comme dans toute chose, il y a des exceptions, là, mais généralement, ce qu'on a observé, c'est que la durée des épisodes d'irrigation était trop longue, et la fréquence devait être augmentée. Là. On parle pas là, on parle, je dirais, en moyenne. Là. Fait qu'autrement dit, la culture était souvent déjà en contexte de contraintes de prélèvement en eau, donc en situation de stress, au moment où l'irrigation était déclenchée. Là. On observait ça là, sur les entreprises. Donc, en rééquilibrant la situation, si on veut, souvent on arrivait à la conclusion que ça aurait pris un volume d'eau plus important, parce qu'il aurait fallu irriguer, oui, moins longtemps, mais plus fréquemment. Donc, généralement, ça n'aurait pas mené à des économies, mais ça aurait augmenté finalement le volume d'eau qu'on aurait eu besoin. Mais comme j'ai mentionné un peu là, il y a quelques minutes, si on améliore la gestion de l'irrigation dans un contexte où l'irrigation est pertinente, on devrait constater une augmentation, par exemple, de la quantité de légumes ou de fruits produits par unité de surface. Donc, si on augmente la quantité produite par unité de surface, on peut s'attendre à ce que le besoin en eau de la culture va augmenter. Le besoin en eau, c'est pas nécessairement le besoin d'irrigation, mais si le besoin en eau d'irrigation augmente, pas le besoin en eau d'irrigation, mais le besoin en eau de la culture augmente, il est possible que celui aussi de l'irrigation augmente également. Donc, je dirais, hormis pour certains cas d'exception, je dirais qu'en général, c'est plutôt un mythe de penser que si on améliore la gestion de l'irrigation, ça va se traduire inévitablement en économie d'eau. Toutefois, Lélia, tu as parlé d'efficacité. Puis je trouve que c'est important parce que je dirais que l'efficacité d'utilisation de l'eau, je dirais que c'est le facteur important à considérer en gestion de l'irrigation. Il y en a d'autres, mais je dirais que c'est un qui arrive en haut du palmarès.
c'est pas la même définition qu'une économie en eau. C'est pas toujours contradictoire non plus, là. Mais je dirais qu'un exemple, si on atteint, par exemple, si l'eau d'irrigation appliquée avec un système d'irrigation nécessairement là, atteint pas une zone de sol qui est colonisée par des racines, cette eau-là a aucun potentiel d'être valorisée par la culture, là. Qu'on soit dans un contexte où on a économisé ou non de l'eau. Je terminerai en disant que une gestion optimale d'irrigation, mais ça repose entre autres là, sur la plus grande efficacité possible d'utilisation de l'eau par la culture. Puis ça, ça implique d'avoir la bonne consigne pour déclencher l'irrigation, la bonne durée. Puis ça implique aussi de rejoindre la zone de sol là, qui est colonisée par les racines. Voilà, c'est dit. Donc, non, ça ne fera pas économiser de l'eau nécessairement, mais c'est quand même important d'avoir une bonne gestion de l'irrigation. Je pense qu'on pourrait résumer ça comme ça. Donc, en terminant, pour le dernier mythe, parce qu'on veut pas vous retenir plus longtemps pour aller chercher vos bonbons, puis ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on l'entend souvent, celui-là. En tout cas, moi, je l'ai entendu souvent. Est-ce que les fruits sont moins sucrés si les cultures sont trop irriguées? On l'a entendu dans les petits fruits, entre autres, puis je l'ai entendu aussi souvent dans la culture en serre pour la tomate. Donc, c'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment vrai, mais j'ai pas rien pour défendre mon point. Fait que mythe pour moi. C'est toujours moi qui ouvre le bal pour avoir les impressions. Est-ce que les fruits sont moins sucrés? J'ai le goût de dire que c'est vrai, mais c'est parce que dans le fond, ça va influencer le contenu en eau de la plante, puis éventuellement des fruits. Puis si on diminue le contenu en eau, on augmente le contenu en sucre. Peut-être, je sais pas. Je vais y aller avec une vérité. Moi, en partant, s'ils sont trop irrigués, certainement que la gestion d'irrigation n'est pas optimale. Il y aura peut-être juste pas de fruits, ils vont être morts s'ils sont trop irrigués. Ça va que tu consommes plus. Dit, je suis un peu embêté. Je pense que c'est encore... en fait, souvent, depuis le début, c'est pas tout noir, tout blanc, mais j'aurais envie de dire que ça penche un peu plus du côté du mythe. Mais que dans certains cas, ça doit quand même se vérifier. Je le sais pas. Je saurais pas quoi. C'est honnête de ta part. Je suis ambivalente. Je pense qu'il y a pas juste le trop d'irrigation qui peut mener à des fruits moins sucrés, si ça le fait, mais je sais pas. En fait, moi, c'est moi qui avais proposé ce mythe-là, puis la première fois que j'ai entendu ce commentaire-là, on avait il y a quelques années, on avait un projet sur notre site de Lierda à Saint-Bruno, puis il y avait un ouvrier qui était aussi accessoirement producteur, puis il faisait des fraises chez eux. Puis il me voyait dérouler mes tuyaux, puis regarder les tensiomètres, puis amener de l'eau dans ce champ-là, un tube de goutte à goutte, 2 tubes de goutte à goutte. On avait même 3 tubes de goutte à goutte dans certains traitements. Puis là, il me regarde puis il me dit « Ouais, si vous mettez trop d'eau, là, les fraises, là, ils goûteront plus bon pantoute. » Fait que là, je dis « Ah, c'est... Oui, non, je le sais pas. » Fait que là, à vérifier, exact. Là, on veut un nom, Paul, on veut le nom de l'ouvrier, là. Prochain invité. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de le retracer. Il est malheureusement plus sur la liste d'emploi de l'IRDA, mais bref. Fait que moi, pour démarrer tout ça, je me dis, bon, le goût, c'est vraiment personnel, puis c'est très qualitatif aussi comme paramètre, donc c'est difficile de valider, je trouve, ce mythe-là seulement par des commentaires qu'on entend à gauche et à droite là, quand on rencontre des producteurs ou d'autres personnes. Là, c'est pas juste des producteurs, là, c'est souvent des genres de discussions qu'on entend au marché public. Là. Ah, cette semaine, les fraises, ils goûtent pas bonnes. Il y a plus beaucoup, je sais pas trop, mais bref, c'est assez qualitatif. Fait que j'ai fait quelques petites lectures là, pour voir si des données scientifiques là, pouvaient nous éclairer là-dessus. Mais en premier lieu, on se rend compte que les études scientifiques sont pas orientées vers l'observation des conséquences d'un excès d'eau, d'un excès de disponibilité de l'eau dans le sol sur la qualité des fruits, comme ça serait le cas pour notre question de départ, pour notre mythe. Les études vont plutôt se pencher sur l'effet d'un stress hydrique, donc d'un manque d'eau, sur la qualité des fruits. Donc,
si je manque d'eau, est-ce que j'augmente la qualité gustative de mon fruit et pas l'inverse? Donc, si je mets plus d'eau, est-ce que je diminue la qualité gustative? Donc, c'est ça. On peut donc retourner notre question de bord comme je viens de le faire. Puis, plusieurs études vont parler du concept d'irrigation déficitaire en eau. Puis, ben, sur cet aspect-là, on retrouve une grande quantité d'informations. J'ai donc concentré mes lectures sur la culture de la fraise, qu'on connaît quand même assez bien ici au Québec. Puis, c'est souvent, en tout cas, dans mon cas, c'est souvent... La fraise est souvent sur comment je pourrais dire... il y a beaucoup de personnes qui discutent sur le goût des fraises, puis sur les quantités de fraises. Il y a tout le temps des nouvelles au Québec. Ah, les fraises sont arrivées. Fait que, bref, c'est un sujet chaud au Québec. Il y a une étude en 2010 qui a quand même rapporté une diminution des volumes d'eau d'irrigation entre le stade d'initiation florale puis de la récolte va augmenter les concentrations d'éléments qui améliorent le goût, soit les sucres et les acides. Pour certains cultivars, en fait, là, plus précisément ici, le El Santa, Sonata et Symphonie. Toutefois, ben, la taille des fraises pour ces variétés-là était réduite, ce qui tient la route, là. En fait, on met moins d'eau, donc le calibre peut être désavantagé dans ce cas-là. Par contre, ben, il y avait des avantages au niveau du goût qui n'étaient pas observés pour d'autres variétés, comme Florence et Christine dans ce cas-là. Mais il n'y avait par contre aucune réduction du calibre sur leurs fruits. Donc on voit déjà qu'il y aurait un effet variété qui serait assez marqué. Puis on va voir cet effet-là dans les autres études que je vais vous citer. Une autre en 2016, une autre étude étudiait 3 traitements d'irrigation puis leur effet sur les concentrations de sucre, d'acide organique puis de composés phénoliques pour différentes variétés de fraises. Les 3 traitements d'irrigation considéraient 3 consignes de déclenchement. Comme quand on gère par tensiométrie, ben on a des consignes d'irrigation. Dans ce cas-là, c'était du moins 12 kPa, moins 33 kPa, puis moins 70 kPa. Donc, tant que le tensiomètre n'indiquait pas ces valeurs-là, il n'y avait pas d'irrigation qui était amenée. Puis, c'était le traitement à moins 70 kPa était considéré dans ce cas-ci comme le traitement d'irrigation déficitaire. Peut-être que dans notre contexte à nous, au Québec, le moins 33 aurait peut-être pu être considéré comme une irrigation déficitaire également, mais dans ce cas-là, c'était la moins 70. Donc, ce que les auteurs ont observé dans ce cas-là, c'était que les contenus en sucre puis acide organique avaient augmenté jusqu'à 1,3 fois de plus comparativement aux autres traitements. Donc, l'irrigation déficitaire augmentait les contenus en sucre et en acide organique pour la variété flamenco. Mais d'un autre côté, les augmentations de l'ordre jusqu'à 1,8 fois des sucres puis des acides organiques étaient observées pour Evas Delight, une autre variété, mais pas pour le traitement d'irrigation en déficit hydrique. Donc, bref, les auteurs concluent pour cette étude-là ils concluent en fait en suggérant qu'une qualité supérieure puis un meilleur goût est atteignable par l'irrigation déficitaire uniquement pour la variété flamenco. Une autre étude en 2021 va arriver à des conclusions similaires. Donc, il affirme que des augmentations de qualité de fraises en termes de goût puis de bénéfices à la santé pour les variétés Rabida puis Rossiera sont occasionnées par l'utilisation de l'irrigation déficitaire. Puis en plus, ben, leurs résultats mettent en évidence que l'efficacité d'utilisation de l'eau puis la qualité des fruits qui proviennent des variétés à productivité et besoin en eau élevée peuvent être améliorés par l'irrigation déficitaire, tout en maintenant la profitabilité. Je répète ma dernière phrase. Les résultats mettent en évidence que l'efficacité d'utilisation de l'eau et la qualité des fruits provenant des variétés de productivité et besoins en eau élevée peuvent être améliorés par l'irrigation déficitaire, tout en maintenant la profitabilité malgré des baisses de rendement significatives allant jusqu'à 30% du rendement total. Moi, quand je dis ça, je trouve ça assez phénoménal, là. Donc, pour ces variétés spécifiques-là, c'était assez intéressant, là, l'irrigation déficitaire. Mais comment on arrive à une conclusion comme ça? On vend ces fraises-là plus chères parce qu'elles sont extraordinairement bonnes? J'ai pas la réponse à cette question-là. Probablement que ça fait partie, ça doit faire partie de la commercialisation. De la commercialisation aussi.
Fait que j'ai malheureusement pas cette réponse-là, mais d'un ordre de 20 à 30% du rendement total. C'est quand même pas mal, ouais. C'est vraiment beaucoup. Faut vraiment aimer le goût, là. Oui, effectivement. Puis je termine avec une dernière étude qui était un peu d'intérêt. En fait, c'était une étude en 2014 qui rapportait que les effets d'un déficit en eau qui était occasionné juste un petit peu avant le mûrissement des fruits, ça démontrait des plus grands effets positifs concernant l'accumulation des sucres solubles dans les fruits. Il mettait quand même un bémol, en fait, c'était que ces effets-là sont pas similaires en ce qui concerne le taux d'acidité. Donc, il faut considérer le sucre, puis le taux d'acidité. Puis, les auteurs font remarquer aussi que l'acceptabilité d'un produit auprès des consommateurs de ces fraises-là, il n'est pas juste corrélé par rapport au taux de sucre et de l'acidité individuellement, mais surtout sur le ratio sucre-acide. Donc, l'effet d'un stress hydrique sur ce ratio est pas mal plus dur à évaluer là, selon ces auteurs-là. Donc, beaucoup d'études. Je vous dirais qu'il y a probablement l'équivalent pour pas mal plein d'autres cultures en termes de fruits également. Mais la grande majorité des études démontrent quand même que les résultats qui sont relatifs à de l'irrigation déficitaire ou à un stress hydrique engendré à une culture fruitière, là, dont la fraise, comme on vient de parler, ça va varier selon la variété énormément. Mais quand même, cette approche-là de l'irrigation déficitaire dans la forme actuelle, ça permet sans doute d'améliorer la qualité gustative des fruits, mais uniquement pour certaines variétés dans ce cas-là. Donc, mythe, ça semble être une réalité. S'il y a trop d'eau, en fait, je reprends ma question à l'envers. S'il y a un manque d'eau, la qualité gustative semble être améliorée. Mais là, où est-ce que l'aspect du mythe embarque, c'est que ça semble être une vérité uniquement pour certaines variétés dans ce que j'ai pu consulter pour ce qui est de la fraise. Bon, vraiment, vraiment intéressant. On a une fois de plus démystifié un autre mythe. En partie, du moins, je pense pas qu'on remplace les Mythbusters de sitôt parce que, on a plus amené des nuances que réellement démystifier ces différentes légendes-là. Donc, je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous avait quelque chose à ajouter. Moi, j'aurais pas envie de dire, mais ça veut dire que si on veut donner des fraises à l'Halloween, il faut s'intéresser à la variété puis voir s'il y a eu de l'irrigation déficitaire là, pour essayer d'accoter les bonbons. Ouais, c'est ça. Habituellement, à l'Halloween, les fraises viennent avec du chocolat alentour. C'est pas la Saint-Valentin, ouais, ça? dans ce cas-là, il y a du sucre. Ah oui, peut-être. C'est vrai que c'est pas la bonne fête. On va couper ça au montage. Moi, mon Halloween, chez nous, c'est comme ça. Non, mais merci à vous autres, chers collègues, puis merci à vous autres, les auditeurs et auditrices. Donc, à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit. Joyeux Halloween!